Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui expliquera les activités du chapitre 5. Alors, hop là. Donc, on va commencer par l'activité identifier une combustion. Alors, j'insiste bien sur ces compétences de la démarche scientifique à acquérir qui seront désormais présentes sur toutes les activités. L'évaluation, votre évaluation va maintenant passer uniquement par ces compétences. C'est-à-dire que alors, je vous expliquerai un petit peu plus longuement l'année prochaine ce que sont les AN12, AN13, etc. Ou à la rentrée quand on se reverra. Pour l'instant, concentrez-vous juste sur les directives. Par exemple, sur cette activité, je ne vais pas vous noter, je vais évaluer votre compétence, proposer une hypothèse, stratégie de résolution et élaborer un protocole expérimental. Et les compétences seront évaluées par quatre niveaux de compétences, donc rouge insuffisant, orange fragile, vert satisfaisant et vert foncé solide. Donc voilà, donc faites bien attention à ces compétences-là, c'est elles qui doivent vous guider le long de l'activité. Très bien, alors identifier une combustion. Donc on parle de la deuxième réaction entre guillemets que j'ai présentée dans le cours du chapitre 5. La combustion par oxydation, donc réaction chimique avec l'oxygène. Problématique, que devient le gaz d'un briquet lorsqu'il brûle? Vous savez que les atomes sont indestructibles et donc les atomes qui composent le gaz du briquet ne peuvent pas disparaître. Donc on va essayer expérimentalement de suivre ces atomes et de voir quel est leur devenir en tant que produit de la réaction chimique. Alors, grand 1, identification des réactifs. Ce gaz est en réalité physique du butane sous forme liquide stocké dans le réservoir. Et oui, on parle de gaz, mais c'est un abus de langage. Vous savez que le gaz, c'est un état physique et que toute matière, même de la roche, peut être à l'état gazeuse. Ici, le butane est sous forme liquide lorsqu'il est dans le briquet. Il va passer à l'état gazeux spontanément lorsqu'on va ouvrir le briquet, qu'on va appuyer sur le petit bouton. Alors, on parle du butane comme un gaz, tout simplement parce que à l'état naturel, à pression et température de l'atmosphère, l'état physique du butane est l'état gazeux. Et donc, on confond l'état physique avec la matière elle-même, euh, ce qui est un abus de langage, mais qui est, disons, assez généralisé. Donc le gaz qui est à l'état liquide dans le briquet va passer à l'état gazeux dès qu'on va le mettre en contact avec l'atmosphère et qu'il va être à la pression et à la température de l'atmosphère. En réalité, dans le briquet, le gaz est sous pression, c'est ça qui lui permet de rester sous forme liquide. Le nom du changement d'état liquide-gaz, donc c'est la vaporisation, et elle se fait spontanément, encore une fois, toute seule. Le butane ne change pas d'architecture moléculaire. Il reste du butane sous forme liquide et sous forme gazeuse. Il n'y a pas de transformation moléculaire du butane, et donc ce n'est pas une transformation chimique, c'est une transformation physique. Alors, l'étincelle permet d'initier la combustion du butane. Là, c'est un petit peu trop compliqué pour le cycle 4. Vous verrez ça euh, au lycée si vous poursuivez les études de chimie. Mais on a tout d'un coup une réaction qui se fait entre le butane et le dioxygène. C'est la question suivante. Alors, vous savez par votre culture générale qu'une combustion nécessite du dioxygène. Alors, c'est justement ce qui nous intéresse ici. Formuler un protocole pour vérifier votre hypothèse. Donc c'est là que je vais évaluer vos compétences. Est-ce que vous avez été capable de créer une expérience pour vérifier que l'oxygène, et le dioxygène plus particulièrement, étaient nécessaires à la combustion du gaz? Alors on ne va pas utiliser du gaz parce que c'est un peu compliqué, on va utiliser du fusain qui est sous forme solide, c'est bien plus simple. Et donc, vous avez dû normalement relire ce corrigé. Donc, je ne vais pas relire le matériel, je ne vais pas non plus décrire précisément le dispositif expérimental, ni même reprendre le protocole. J'insiste juste sur le fait que quand on crée une expérience en chimie, on a besoin de ces trois étapes.
la liste du matériel, un schéma expérimental, vous savez qu'un dessin vaut 1000 mots, et un protocole, donc façon recette de cuisine, que des phrases simples avec des verbes à l'infinitif qui précisent le matériel et donc qui décrivent dans leur ensemble le mode d'emploi, entre guillemets, de l'expérience. Alors, on va regarder rapidement sur une vidéo que j'ai juste ici. Hop. Cette combustion du carbone dans le dioxygène, je vous laisse la regarder et on en reparle ensuite. Voilà, alors je vais la remettre parce que la fin de la vidéo n'est pas si intéressante. Je vous la remets en la commentant. Donc on a un bocal dans lequel on a préalablement mis du dioxygène. Alors on ne voit pas très bien, là je ne sais pas comment il se débrouille pour garder le dioxygène à l'intérieur du bocal. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la combustion se ravive très nettement lorsque le fusain est plongé dans le bocal qui contient le dioxygène. De même, on observe un deuxième phénomène très intéressant, c'est de la buée qui se dépose sur le bocal. Cette buée, c'est donc de l'eau. L'eau est émise sous forme gazeuse à la suite de la combustion. Elle va refroidir sur les parois du bocal qui sont plus froides, et donc en refroidissant, elle va changer d'état physique, repasser à l'état liquide. C'est cette buée qui se dépose ici sur le bocal. Alors vous pourrez trouver dans d'autres vidéos des vidéos de combustion au dioxygène, il y en a beaucoup, et vous retrouverez d'autres vidéos où on utilisera de l'eau de chaux pour révéler la présence de dioxyde de carbone ou éventuellement du sulfate de cuivre anhydre pour révéler la présence de l'eau. Je vous laisse chercher sur YouTube des vidéos en tapant vidéo eau de chaux par exemple ou vidéo sulfate de cuivre anhydre pour observer comment réagissent ces produits qui sont des indicateurs de présence. L'eau de chaux va blanchir lorsqu'il y a du dioxyde de carbone en contact avec l'eau de chaux et le sulfate de cuivre anhydre, lui, va bleuir en présence d'eau. Alors, dernière expérience, là encore, je ne vais pas revenir sur toute l'expérience dans le détail. Il est plus intéressant que vous la lisiez avec attention. Je reviens juste sur cette histoire de démarche scientifique. Une démarche scientifique se passe toujours de la même manière. C'est en fait un déroulé de la méthode hypothético-déductive. Je vous en ai déjà parlé. On fait une hypothèse et ensuite on va imaginer un protocole qui va permettre d'infirmer ou de confirmer l'hypothèse. Donc ici, l'hypothèse, elles proviennent à la base d'une problématique. Est-ce qu'on conserve la masse lorsque l'on effectue une réaction chimique? Donc les questions scientifiques qui vont permettre de détailler la problématique et d'initier des questions qui peuvent avoir des réponses expérimentales par la mesure. Donc comment varie la masse? Ça, on peut y répondre expérimentalement, il suffit d'avoir une balance. La masse des réactifs en début de réaction est-elle égale à la masse des produits en fin de réaction? C'est pareil, il suffit d'avoir un instrument de mesure de masse, donc une balance. Les hypothèses qui sont attestées, donc c'est que la masse, principalement, l'hypothèse principale, c'est que la masse du dispositif expérimental ne varie pas, puisque au début de la réaction, on n'a que des réactifs, donc si on pèse le dispositif expérimental au début de la réaction, on pèse la masse des réactifs. Et à la fin de la réaction, il n'y a plus que des produits. Donc si on pèse le dispositif expérimental à la fin de la réaction, quand la réaction est totale, on pèse bien uniquement les produits. Donc normalement, avec une balance, le dispositif expérimental ne devrait pas varier. C'est ce que l'on va mettre en place lors de l'expérimentation. Ici encore, on retrouve le matériel, le schéma expérimental et le protocole. Donc vous pourrez trouver des vidéos sur YouTube de conservation de masse durant des expériences. Alors j'en ai pas trouvé pour la combustion.
mais vous pourrez en trouver pour d'autres réactifs expérimentaux. On vérifiera à la rentrée lorsqu'on se retrouvera au laboratoire que on peut faire cette expérience sans que la masse varie. Donc on a fini pour cette activité, donc pour le programme de 5e. Nous allons maintenant passer sur le programme de 3e par l'activité autour du calcium. Donc le but était de retrouver les 3 réactions du cycle de la chaux. Alors, j'ai surligné en jaune dans le corrigé que je vous ai passé les endroits, les passages du texte où se trouvaient des informations qui permettaient de compléter le tableau. Ici, la compétence de la démarche scientifique à acquérir, c'est d'extraire l'information d'un support bibliographique. Il fallait extraire les réponses ici du texte qui était précédemment présenté. Alors, les 3 réactions sont les suivantes. On a d'abord du carbonate de calcium, dont le nom commun est le calcaire. Vous connaissez le calcaire, c'est ce qu'on trouve dans les falaises, par exemple. On en a beaucoup dans les pierres qu'on appelle le tuffeau, par exemple. La formule chimique du calcaire, c'est le CaCO3, donc carbonate, c'est le CO3 de calcium Ca. Ce carbonate de calcium, on va le chauffer, c'est-à-dire qu'on va lui donner énormément d'énergie, et en le chauffant uniquement, il va se décomposer tout seul, il va se transformer tout seul en chaux vive, l'oxyde de calcium, CaO, et en CO2. En réalité, en chauffant le carbonate de calcium, le dioxyde de carbone va s'extraire du calcaire pour ne laisser qu'un oxyde de calcium. C'est la même chose qui se passera lorsqu'on fait du feu, on va récupérer des oxydes que l'on appelle les cendres. D'accord ? Donc là, il faut retenir de la réaction numéro 1 qu'on a amené beaucoup d'énergie pour pouvoir obtenir ces produits. Réaction numéro 2, on va uniquement garder la chaux vive, l'oxyde de calcium, et on va rajouter de l'eau. On va avoir une réaction d'addition entre la chaux vive et l'eau qui vont donner la chaux éteinte, ou hydroxyde de calcium. Alors cette réaction, par contre, se fait spontanément. Elle relâche même de l'énergie. Une partie de l'énergie qui a été amenée dans la réaction numéro 1 est relâchée ici. Donc en réalité, le mélange réactionnel va chauffer. Il va devenir chaud, il va s'échauffer lui-même et cette chaleur va pouvoir être transmise à l'atmosphère. On a donc bien un dégagement d'énergie lors de cette réaction numéro 2. Réaction numéro 3, on reprend notre chaux éteinte, l'hydroxyde de calcium. Alors dans la réalité, lorsque l'on est maçon, on va mélanger cette chaux avec du sable, on va remettre de l'eau. Ça va donc faire une espèce de pâte un peu collante que l'on va pouvoir étaler sur les murs pour faire par exemple les joints entre les pierres ou pour faire carrément des enduits sur des façades. Et donc cet enduit d'hydroxyde de calcium mélangé à du sable, alors le sable est inerte, il est juste là pour ajouter du volume à l'enduit, et donc cet enduit d'hydroxyde de calcium, eh bien, il va capter le dioxyde de carbone de l'air, qui se trouve dans l'air, et en captant le dioxyde de carbone de l'air, il va initier une réaction où il va relâcher de l'eau, on peut dire qu'il va sécher, entre guillemets, et il va capter le CO2 et il va se réassembler sous forme de carbonate de calcium. On retrouve donc exactement la même composition moléculaire que l'on avait au début. L'énergie amenée lors de la réaction numéro 1 va être redégagée lors de la réaction numéro 2 et de la réaction numéro 3. Donc encore une fois, cette réaction numéro 3, elle dégage de l'énergie. On peut aussi dire que le CO2 dégagé dans la réaction numéro 1 va être recapté dans la réaction numéro 3. On a donc ici un procédé qui est, on va dire, écologiquement assez respectable, puisque tout le CO2 qui va être dégagé lorsque l'on va chauffer le carbonate de calcium, eh bien ce CO2 il va être recapté lorsque l'hydroxyde de calcium va redevenir du carbonate de calcium dans la réaction numéro 3. Pourquoi est-ce que l'eau de chaux est utilisée pour marquer la présence de dioxyde de carbone? Quelle réaction du cycle du calcium est utilisée? Alors l'eau de chaux, c'est une eau dans laquelle on a dilué un petit peu de chaux éteinte, d'hydroxyde de calcium. Cette eau de chaux, elle va donc réagir avec du dioxyde de carbone s'il y a du dioxyde de carbone présent dans le milieu réactionnel. Et en réagissant, elle va blanchir. En blanchissant, elle va donc prouver
la présence de dioxyde de carbone et la réaction du cycle calcium qui est utilisée, et donc la réaction numéro 3. Encore une fois, je vous encourage à chercher sur YouTube des vidéos d'indicateurs de présence du dioxyde de carbone à l'eau de chaux. Voilà, j'ai fini du coup pour cette petite vidéo sur les activités. Euh, Veillez à bien analyser votre travail en termes de compétences à acquérir. Est-ce que vous avez réussi à extraire l'information d'un support bibliographique pour cette activité? Et dans l'activité précédente, est-ce que vous avez réussi à créer un protocole de réaction? Voilà. Je vous dis à bientôt pour les vidéos du chapitre prochain.